Donc je vais commencer la première slide par une présentation rapide du département. Ça a son importance, parce que vous allez voir qu'on va être dans un contraste assez fort avec les autres départements qui ont pu vous être présentés ce matin, que ce soit le département du Rhône ou la Seine-Maritime. Donc la Lozère, en quelques chiffres, alors c'est moins de 77 000 habitants, c'est le département le moins peuplé de France. L'image qu'on a choisie, moi, quand j'y suis arrivé, c'est de me dire que tous les Lozériens rentrent dans le Stade de France et qu'il reste encore de la place pour d'autres personnes à côté. La densité moyenne de population est de 15 habitants par kilomètre carré. Donc on est, si vous voulez, de la ruralité. Là, on est en plein dans le sujet. On n'est pas uniquement un département de campagne, on est aussi un département de montagne. Donc on est à une altitude moyenne du département qui est supérieure à 1000 mètres. Et tout ça nous pose d'autres questions. C'est qu'au-delà d'être tout petit, on peut être aussi très seul. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, les grands centres urbains sont éloignés de chez nous. Donc on est à 2h15 de Montpellier, 2 heures de Clermont-Ferrand, 3 heures de Lyon. Ce qui fait qu'on a peu de moyens et que si jamais on doit appeler à l'aide, les renforts sont loin. Au niveau de la connaissance des risques, donc, on a une population qui est très habituée aux risques naturels. On les a à peu près tous sur le département. Très régulièrement des épisodes Cévenol qui touchent toute la moitié est du département essentiellement. Donc là-dessus, on a une très bonne habitude et on a une population qui est autonome et qui sait gérer ce genre de situation. Par contre, on n'a pas du tout de risque technologique. Les seuls risques technologiques qu'on peut avoir sur le département, c'est du transport de matières dangereuses, puisqu'on a une autoroute et 2 nationales. Donc on a quelques transports de matières dangereuses qui passent sur le département, essentiellement des hydrocarbures. Donc on n'a pas vraiment non plus quelque chose de très, très alarmant. On a 2 barrages qui sont soumis à PPI et on n'a aucune activité industrielle soumise à PPI. Donc, quand FR Alert s'est mise en place au niveau national, on a, comme tous les départements, on a suivi les formations régionales, on a envoyé 2 agents du SIDPC en formation, on a formé nos agents d'astreinte, et on a eu une autre opportunité qui a été offerte par notre SDIS, c'est vu qu'on est tout petit, on a une assez grande proximité. Et dans les semaines qui précèdent l'événement que je vais vous présenter sur Saint-Chély-d'Apcher, le chef opération du SDIS avait décidé de faire une opération de connaissance mutuelle entre les agents du site PC et les opérateurs du CODIS. Donc on a eu des agents qui sont allés voir comment fonctionnait le CODIS. Ça, c'est quelque chose qu'on doit renouveler. Et on a eu des agents du CODIS qui sont venus voir en site PC pour apprendre à nous connaître et pour apprendre surtout à connaître ce que la préfecture peut leur apporter en gestion d'événements. Et à cette occasion-là, justement, on a pu leur présenter les différents dispositifs d'alerte et ce qui pouvait être exploité par les services de secours. Au-delà des formations, on a décidé, dès que l'outil est devenu opérationnel, à procéder à différents exercices dans le but de sensibiliser notre population. Donc le premier exercice qu'on a conduit, ça a été un exercice qui a été conduit à l'échelle départementale. Oui, mais à la fin, on est tout petit, donc ça touche peu de personnes. Et on a conduit, suite à cela, un autre test qui a été localisé sur des communes qui ont des difficultés de réception d'appels téléphoniques. Depuis cet événement, par contre, on reste sur cette logique et on essaye d'associer quasi systématiquement l'usage d'FR Alert à la réalisation des exercices de sécurité civile. Donc l'exercice départemental. Alors le but pour nous, c'était de sensibiliser la population à l'ouverture d'FR Alert et à ce qu'elle reçoive un premier signal, de façon à ce que si jamais on devait l'utiliser en réel, au moins presque tout un chacun aurait déjà entendu son téléphone sonner comme ça. Dans les conventions qu'on a créées pour l'exercice, le déclenchement se faisait sur décision de l'animation d'exercice
Alors ça, c'est un choix dans l'exercice de ne pas laisser justement le choix à l'autorité de le faire. C'est un choix qui était préétabli. Et comme ça, on se fermait la porte du joueur qui ne veut pas le déclencher. On a choisi le message le plus neutre possible. On a bien précisé qu'il s'agissait d'un exercice. Le choix, par contre, a été fait d'une diffusion réelle et pas d'une diffusion sur le module exercice. Alors, pourquoi on a fait ce choix-là? C'est simplement que, de mémoire, le module exercice, il faut que les gens cochent qu'ils acceptent de recevoir les messages. Donc, on est parti du principe que la plupart de la population ne l'aurait pas fait. Donc, on est parti sur le réel pour s'assurer d'une diffusion convenable. On a fait des communiqués par voie de presse dans les semaines qui ont précédé l'exercice et la veille de l'exercice pour rappeler aux gens ce qui allait se passer. Donc il n'y avait vraiment aucune surprise, enfin en théorie, sur le département. On a diffusé uniquement en ciel broadcast. Le résultat de cette première expérimentation, c'est que vu qu'on a utilisé du ciel broadcast, tout le monde n'a pas reçu l'appel. Enfin, tout le monde ne l'a pas reçu pour deux raisons. C'est déjà tous les téléphones n'étaient pas en 4G. Et étant dans un territoire très rural, la couverture 4G n'est pas optimum. Le deuxième souci qu'on a eu, c'est que sur du cell broadcast, le message disparaît dès qu'on clique sur la notification. Enfin, il ne disparaît pas, il va se cacher dans le téléphone. Mais on n'avait pas su expliquer aux gens où aller le chercher. Par contre, la diffusion de l'exercice a, lui, été très bien perçue de la population. On n'a pas eu de remontée particulièrement négative. Les centres opérationnels n'ont souligné aucun incident. On a eu très peu d'appels, que ce soit au niveau du CODIS ou du centre opérationnel de la gendarmerie. Donc pour nous, on est sur quelque chose de très positif. Les gens ont reçu l'appel sans avoir de retour négatif. Donc à partir de ce moment-là, on a considéré que c'était positif. La seule difficulté qu'on a pu avoir, c'est quelques élus, malheureusement, qui n'avaient pas été suffisamment informés encore avant le déclenchement de l'exercice. Donc c'est bien peut-être de rajouter des choses qu'on n'a pas fait nous, c'est-à-dire simplement un mail d'information aux communes ou de prévenir plus spécifiquement les maires concernés et pas se contenter de la voie de presse en se disant que tout le monde allait la lire. Donc ça, c'est le message qui a été choisi. Enfin, c'est le message qui a été diffusé dans le jeu. Donc, exercice, exercice, exercice. La thématique de l'exercice derrière. Alors, quand on voit plan iode, je confirme ce qui a été dit tout à l'heure par l'universitaire. Le nucléaire, on peut oublier sur un exercice. Hein. Ça a été une des seules remontées négatives qu'on ait eues. Le mot iode a pu faire peur. Les consignes de bon comportement qui ont été diffusées et à nouveau précisées en fin de message, exercice, 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 pour qu'il n'y ait absolument aucun doute sur la nature du message. Donc voilà la zone de diffusion de l'exercice qu'on avait préconstituée. C'est simple, hein, c'est tout le département. Donc, suite, par contre, à cet exercice, notre préfet nous a demandé d'en refaire un qui était beaucoup plus limité géographiquement. On a fait sur 3 communes, mais 3 communes qui sont situées dans les Cévennes. Donc, pour rappel, Cévennes, c'est un territoire de moyenne montagne fortement encaissé. La densité de population est encore plus faible que sur notre moyenne départementale. Et vraiment de grosses difficultés de communication. L'objectif là était de tester justement la facilité à toucher la population sur ce type de territoire. Un deuxième exercice, le 5 octobre 2023, sur un PPI barrage, où on a sur la zone PPI, on a choisi de déclencher FR Alert. Les objectifs restent les mêmes, c'est sensibiliser les populations à son existence. Et un autre point derrière qui est important pour nous, c'est qu'on dit toujours qu'il faut acculturer la population, mais c'est un nouvel outil. Donc en fait, il faut aussi acculturer nos services à son utilisation pour qu'ils se rendent compte que les bénéfices sont supérieurs aux inconvénients pour eux sur le terrain. Donc pour nous, c'est intégrer l'alerte dans la réflexion tactique des services. C'est comment est-ce que le message d'alerte qu'on va diffuser va pouvoir aider les services dans ce qu'ils ont à engager sur le terrain.
Donc un petit focus maintenant sur l'événement en lui-même, donc le 8 janvier 2024. La première chose, c'est qu'est-ce que l'usine ArcelorMittal. Donc c'est une usine sidérurgique qui a comme caractéristique de traiter tout le processus de fabrication, c'est-à-dire depuis le minerai jusqu'à la fabrication définitive des tôles. C'est un site de 9 hectares, c'est pas très gros. Allez, pour la Lozère, c'est très gros. À l'échelle nationale, c'est un tout petit site, 250 employés. Peu comme caractéristique, c'est le seul producteur français de tôles électriques à grains non orientés. Alors c'est génial parce que ça m'a permis d'apprendre ce que c'est. C'est des tôles qui vont rentrer dans les fabrications d'alternateurs ou de moteurs électriques. Donc en fait, on est sur de l'acier de très haute technologie. Et on voit la sensibilité de cette industrie pour nous, parce que c'est un peu la prunelle des yeux de la Lozère sur l'aspect industriel. Donc, au niveau autorisation administrative, donc c'est simplement une installation qui est déclarée, qui est classée sur la directive européenne sur les installations polluantes. Alors, historiquement, il y avait de l'utilisation d'ammoniac sur le seuil qui était en dessous des seuils des niveaux Céveso, mais avec des procédures de sécurité que l'usine avait déjà voulu au niveau d'un Céveso à l'époque. L'ammoniac a été remplacé par du gaz naturel en 2013. Donc l'événement en lui-même, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc à 13h30, il y a un sous-traitant qui était en train de faire des travaux de découpe qui signale de la fumée qui sort d'une fosse. Les actions initiales réalisées au sein de l'entreprise étant inefficaces, le chef d'entreprise décide de demander l'intervention des sapeurs-pompiers. Les premières caractéristiques de l'événement à l'arrivée des secours, donc la nature des produits qui est dans la fosse est inconnue. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dans cette fosse qui sert, qui est utilisée pour les chutes de matériaux au cours des productions. L'exploitant, en conséquence, n'est pas en mesure de renseigner les secours sur les moyens de lutte à employer. Donc on ne sait pas ce qui brûle, on ne sait pas comment l'éteindre. Une fumée importante sort de la fosse. Donc les premières actions qui sont déclenchées par le COS, recherche de poudre et de sable pour l'extinction. Et là, on a un coup de chance sur cet événement, c'est qu'en Lozère, pour nos pompiers, on n'a pas de spécialiste risque chimique sur le département. Et ce jour-là, il y avait celui de l'Aveyron, qui était chez nous. Donc il a pu conseiller notre COS assez rapidement. Et il demande rapidement, vu qu'on ne sait pas ce qui brûle, la mise en place d'un périmètre de sécurité, d'un périmètre de confinement, de 500 mètres autour de l'usine, et il va le porter assez rapidement à 750 mètres. Pour nous, 500 mètres autour de cette usine, ça représente une population de 1300 habitants. La commune fait 4200 habitants. Donc on voit qu'on est sur une petite commune, mais à l'échelle de la Lozère, c'est 4200 sur 77 000. Donc on commence à être sur une commune qui, pour nous, est importante. Donc, pour mettre en place ce périmètre de 500 mètres, on a à notre disposition, à l'instant T, l'ensemble des moyens de la gendarmerie qui sont présents sur ce secteur. La COB de Saint-Chély-d'Apcher, c'est 24 militaires. Et sur ces 24 militaires, on en a 6 de disponibles. Donc, pour tenir le périmètre et dire aux gens de se confiner, on a 6 gendarmes. À cela, ça va s'ajouter les moyens de la police municipale de Saint-Chély-d'Apcher. Police municipale composée de 2 policiers municipaux. Donc, moyens des forces de l'ordre disponibles à l'instant T, 8 personnels. Alors, on a des moyens, évidemment, en plus, mais qui sont situés entre, grosso modo, une demi-heure et 45 minutes de route pour arriver sur le secteur. Donc, voici la photo. Donc, vous voyez le cercle qui est issu de Synapse, qui représente le périmètre de sécurité, le périmètre des confinements qui est mis autour de l'usine. On a quelques enjeux sur ce secteur, puisqu'on va avoir des écoles, on va avoir un hypermarché, enfin un supermarché, une ligne de train, c'est la ligne de train qui dessert l'usine, donc celle-là, elle est moins importante en termes d'enjeux. Et on est à proximité, alors elle n'est pas inclue dans le périmètre, mais on a l'autoroute A75 qui passe à proximité du site. Alors, là-dessus, comment on prend la décision de déclencher FR Alert? On prend les documents nationaux, donc on prend l'arbre de décision,
Et la première question de l'arbre de décision, c'est est-ce qu'il y a un risque pour l'intégrité physique des populations? Réponse habituelle, oui ou non. Et maintenant, on a pris la troisième voie, c'est la réponse je ne sais pas, puisqu'on ne sait pas ce qui brûle, donc on ne sait pas s'il y a un risque pour les populations. Est-ce qu'il faut adopter un comportement réflexe de sauvegarde? Référez-vous à la première question, finalement. S'il y a un risque, oui. S'il n'y a pas de risque, non. Mais vu qu'on ne sait pas, voilà, on va dire si oui, il y a besoin. Est-ce que le bénéfice du déclenchement est supérieur aux éventuels inconvénients? Ça, il n'y a pas de doute, c'est oui. Est-ce que le bornage est pertinent? Oui, également. On rajoute à ça quelques éléments de décision locaux. Donc, on a vu que ce n'est pas un site Céveso, mais c'est un site qui, pour le département, est important et qui présente une certaine sensibilité pour la population. Ils n'ont pas oublié la population de Saint-Chély-d'Appier, même si on est 11 ans après, n'a pas oublié qu'on était sur une entreprise qui a failli à un moment passer sur du Céveso. Donc, localement, quand il y a de la fumée qui sort de l'usine, ça fait un certain émoi dans la population. L'autre point, vous l'avez vu, c'est que nos services de sécurité et de secours qui demandent la mise en place d'un confinement ne sont pas en mesure de le tenir. Donc il va falloir que l'alerte permette de les appuyer dans cette manœuvre. Donc pour nous, l'utilisation de FR Alert, c'est deux choses, comme on l'avait vu en exercice, c'est entraîner un comportement de mise en sécurité et appuyer l'action de nos services de secours. Là-dessus, on a quelques éléments facilitateurs ce jour-là. Et vraiment, on a eu un alignement de planètes qui était assez considérable. Le premier, comme on a vu, c'est qu'on a une assez grande proximité avec les opérateurs du CODIS. Ce qui fait que le chef de salle n'a pas de difficulté à interagir directement avec le site PC. Et du coup, en fait, l'échange a été très simple. Le COS demande à mettre en place un périmètre. Est-ce que vous voulez qu'on utilise FR Alert pour vous appuyer? Réponse oui. Ça facilite un peu les échanges. La deuxième chose qui a été très facilitatrice, c'est que le sous-préfet de permanence, en plus on était de mémoire sur une période d'intérim où c'était le sous-préfet d'arrondissement qui assurait l'intérim du DIRCAM, était dans nos locaux au moment où ça se passe. Troisième élément facilitateur, Madame le maire de Saint-Chély était en réunion à ce moment-là à la préfecture. Donc là, franchement, on est sur un truc, on ne peut pas être plus simple. Donc, en gros, on a fait descendre la maire de Saint-Chély, on lui a donné le périmètre, on lui a donné le message, et du coup, elle a pu, communiquer avec ses équipes municipales, qui ont pu diffuser un message similaire au nôtre via le système d'alerte local de Saint-Chély. Le fait aussi d'avoir le sous-préfet en direct quand on a aussi l'échange avec le CODIS, c'est évidemment facilitateur sur sa prise de décision. Donc on a une prise de décision qui, sur ce coup-là, est extrêmement rapide. Malgré tout, on a quelques limites à l'emploi du logiciel. La première des limites, c'est qu'on n'avait pas précisé de périmètre de mise en place du confinement à l'intérieur du message. On avait bien défini dans le logiciel la limite comme elle devait être. Et évidemment, ça a un peu débordé, puisque d'un rayon de 500 mètres, on est passé à un rayon de 10 km. Donc on a au total plus d'habitants qui ont reçu le SMS que d'habitants sur toute la commune. Et il y a, pour la petite histoire, il y a une école qui est située à une dizaine de kilomètres. C'est comme ça qu'on a su jusqu'à où c'était allé. On a une école à 10 km qui a appliqué son PPMS et qui s'est confinée. La DAZEN n'était pas très contente après. Certaines personnes n'ont pas reçu l'alerte ou n'y ont pas prêté attention. Et là, on a toujours eu la même difficulté avec le cell broadcast. Qui s'est effacé tout de suite après. Donc, les enseignements qu'on a pu tirer déjà sur ces deux premiers points, c'est qu'il faut systématiquement indiquer le périmètre dans lequel la mesure s'est prise. Et pour la deuxième partie, alors je sais que c'est plus adapté aux territoires ruraux qu'en ville, c'est nous, on a fait le choix de doubler le cell broadcast du SMS.
La deuxième difficulté, c'est que les autorités qui sont non présentes dans la zone de diffusion ne reçoivent pas le FR Alert. Donc pour nous, ça nous a posé deux difficultés principales. C'est que, bon, difficulté résolue, la mère étant avec nous, elle a su que ça se déclenchait. Elle n'aurait pas été avec nous, elle aurait été sur un autre site. Elle n'avait pas l'information qu'on déclenchait FR Alert sur sa commune. La deuxième chose, c'est que la DAZN a été prévenue que les écoles étaient confinées parce que les écoles l'ont appelé. Ils n'avaient pas, évidemment, vu qu'eux, ils sont sur Mende, ils n'ont pas reçu l'alerte. Et derrière, ça peut poser quelques difficultés. Donc, nous, ce qui a été demandé au cours du rétexte, c'est qu'on puisse avoir, dans FR Alert, en plus des SMS qui sont envoyés à une liste limitée de personnes. Et déjà, tous les élus, les directeurs de nos services, pour qu'ils soient informés de ce qui se passe. À défaut, nous, la politique qui a été choisie au niveau de la préfecture, c'est de doubler le FR Alert d'un gala. Le problème, c'est que, par exemple, on l'a vu sur les épisodes du 18 et 19 octobre dernier, quand on est sur un élément asynétique rapide, devoir faire 2 alertes en simultané, c'est très compliqué et ça prend du temps. Et dernier point, certaines personnes ont eu des doutes sur l'origine de l'appel parce que les accents, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc on a eu une orthographe qui a été un peu défaillante sur le message. Donc voilà, pour vous donner une idée sur la carte, donc là vous voyez l'échelle qui est ici, qui fait 1 km, la zone de confinement qui est en haut et l'école qui a été confinée qui est en bas. Donc, quelques éléments conclusifs à notre niveau. Donc, l'outil conserve encore quelques difficultés, mais pour nous, les difficultés sont très largement compensées par le fait qu'il permet aux personnes d'adapter rapidement leur comportement. Il permet aussi aux structures de se mettre en sécurité, c'est-à-dire qu'on a vu quand on l'a déclenché, les établissements scolaires ont enclenché leur PPMS d'initiative derrière. Les principaux commerces ont confiné leurs clients à l'intérieur du commerce et les forces de l'ordre nous ont fait remonter que ça les a quand même grandement aidés puisque d'un coup, il y avait plus grand monde qui circulait sur le secteur. Donc quand on n'a que 6 gendarmes, ça aide. Ensuite, en conclusion, c'est que les messages d'alerte doivent être le plus précis possible, notamment sur la localisation du sinistre. Pour nous, sur les territoires ruraux, le fait de doubler le cell broadcast par le LBSMS, c'est vraiment un plus. Et enfin, l'outil FR Alert, je rebondis sur ce qui a déjà été dit, c'est un complément aux outils déjà existants. Il ne vient pas s'y substituer. Vraiment, on doit l'utiliser comme ceci. Merci. Écoutez, je me suis régalé à vous écouter et je sais qui c'est qui vous a vendu. Quand on cherchait une préfecture qui allait dire à peu près ce qu'il fallait, c'est Johnny Douvinet, merci à lui. Et, le retour d'expérience est clair, net, précis. Y a-t-il des questions dans la salle? Levez la main, manifestez-vous. Audrey Borelli, sur la droite. Victor va s'en rapprocher en faisant attention dans les escaliers. Ce n'est pas le moment. Qualité, grade, question. Bonjour, donc Audrey Borelli, je suis géographe au laboratoire Lieu Aix-Marseille. Ma question porte sur comment vous avez pu connaître l'adoption des comportements réflexes. Donc, dans les rues, j'ai compris qu'il n'y avait plus personne dans les rues, mais savoir du coup comment les gens se sont confinés, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, malheureusement, pas grand-chose. Le seul retour qu'on ait là-dessus, qui est quelque chose de très informel, c'est le retour que nous ont fait les forces de l'ordre sur le terrain. Donc, alors, comment ils sont confinés les gens, techniquement, je ne sais pas. Mais d'un coup, les forces de l'ordre nous ont signalé que la tenue du dispositif était quand même grandement facilitée. Merci. Victor du bras gauche va tendre le bras, du bras droit, à nos amis du Rhône. Qualité, grade, question, merci. Oui, Thierry Mounib, président de l'association et membre du CSS.
Non, c'est un petit peu anecdotique, mais quand même, le 8 janvier, ça a son importance parce que Saint-Céline-du-Alpier, si je ne me trompe pas, c'est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et on y reste un bon moment sur le territoire en passant. Et ça aurait pu avoir son importance. Alors oui, tout à fait. C'est vrai que bon, le 8 janvier, on a peut-être un peu moins de pèlerins, mais effectivement, on est sur le chemin ou pas loin du chemin de Saint-Jacques, oui. On va revenir un instant parce que c'est aussi une journée qui concourt à la pédagogie. Une intervention, là je passe sur les réseaux, Mélanie Laroche, qui me demande, du coup ce n'est plus très clair, faut-il obligatoirement avoir du réseau 4G pour recevoir, ou Wi-Fi pour recevoir le message et faire alerte? J'ai envie de me retourner un instant, Benoît Coutelan est là dans la salle. Merci, sans se casser la figure, Victor. Merci pour la réponse. Et Geneviève Beaumont, je la salue au passage, qui voudrait savoir ce qui peut améliorer les modalités d'alerte pour le risque nucléaire qui porte quelque part sur de nombreux fantasmes, je lis, et qui coûtent très cher en termes de pertes économiques liées à la perception, le risque d'image qu'on peut avoir à l'heure où on relance le nucléaire. Benoît Coutelan, merci. Oui, je vous remercie. Donc, effectivement, par rapport à la question posée vis-à-vis du vecteur utilisé pour le transport de l'alerte, effectivement, c'est par 4G, 5G. Et le sujet qui était abordé ce matin, enfin, je pense qu'il est fait référence à cette question, notamment introduite par le propos de Jérôme Nat vis-à-vis de la problématique du Wi-Fi. Effectivement, là, on a constaté une incapacité en fait à diffuser le message en Wi-Fi, et on veut le vérifier à travers des tests que l'on mène encore aujourd'hui. Mais le vecteur prioritaire, enfin le vecteur utilisé, c'est bien la 4G 5G en cell broadcast. Merci pour la réponse. Serge Taboulot. Oui, juste une petite question complémentaire. Est-ce que utiliser le cell broadcast plutôt en ville et utiliser plutôt le SMS géolocalisé dans les secteurs ruraux est une démarche que vous conseillez au site PC? J'identifie pas forcément de choix en la matière. Enfin, alors, je sais que Jérôme m'a répondu à la question pendant le déjeuner. Non, mais enfin, Jérôme peut prendre la parole en la matière. Après, effectivement, le LBSMS a son utilité vis-à-vis de certains cas de figure. Ce matin, dans ma présentation, je vous parlais de territoires ultramarins. Et effectivement, on est bien obligé, sur certains territoires sur lesquels ne sont pas déployées technologies 4G, 5G, d'inviter à l'usage du LBSMS. Donc vraiment, on cible un certain nombre de territoires en la matière. Et après, et donc je ne fais pas forcément le distinguo entre le rural et l'urbain. Voilà, sur le sujet, c'est plus en termes de doctrine, je pense, que les choses peuvent s'éclairer. Mais techniquement, j'ai pas de parti pris. Oui, merci. Pour compléter, j'adhère à ce qui vient d'être dit. En fait, les exercices nous ont permis de montrer, notamment des exercices sur la plaque parisienne, que l'emploi du LBSMS, c'est ce qui vous a été précisé tout à l'heure par Benoît, ça met du temps à arriver et il y a un effet saturation. Donc, si on a une grosse densité de population, le CB, en 2 secondes, c'est arrivé. Et on sait que sur généralement des villes de taille importante, on a sans doute un taux d'équipement en smartphone qui est peut-être un peu plus important que dans des zones rurales. Par contre, donc sur un milieu très urbanisé, le CB sera une évidence. Sans remettre en cause le LB, mais en tout cas, ça sera une évidence. Sur un milieu rural, nous, on ne dit pas au site PC, faites du LBSMS, c'est pas autre chose. Ils peuvent faire ceinture et bretelles, et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Comme ça, on a la capacité à alerter très rapidement et à avoir en même temps le message en LBSMS. C'est ce qui a été fait, et je pense que c'est la bonne approche à avoir. Merci. Nos amis de Condrieu, monsieur va lever la main. Votre commune est fameuse, cher monsieur.
Oui, bonjour, Christian Méa. Je voudrais réagir par rapport au fait que ça ne fonctionne pas en Wi-Fi. Moi, ce qui m'inquiète un peu et surtout qui m'interroge, c'est que la plupart d'entre nous, voire quasiment tous, quand on arrive à la maison, on ne communique plus qu'au travers de la Wi-Fi. Quand on est dans une entreprise, on communique aussi en Wi-Fi. La 3G, 4G, 4G, 5G, dans ces cas-là, c'est off. Donc comment on fait pour transmettre le message? Et là, ça m'inquiète parce que ça ne risque de ne toucher qu'une petite partie de la population. Réponse de Jérôme Nat, merci. J'apporte rapidement quelques éléments de réponse et puis il ne faut pas hésiter à compléter, à confronter les points de vue. Oui, c'est une limite, très clairement. D'où ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on reçoit un message d'alerte, on doit appliquer soi-même les bons comportements, les comportements de sauvegarde. On doit être aussi prescripteur. Sans doute avons-nous un effort à faire en termes de communication pour inviter les usagers à se dire le soir, quand vous allez au lit, vous coupez la borne Wi-Fi. En entreprise, je vous rejoins. Il y a des entreprises où tout le monde se connecte au Wi-Fi, puis il y a des endroits, au ministère de l'Intérieur, personne n'est connecté au Wi-Fi avec son téléphone, du moins personnel. C'est une limite de l'outil, mais en fait, comme on vous l'a montré avec le vecteur LBSMS, le vecteur set broadcast, quel que soit l'outil que vous allez prendre, il y aura toujours une limite. Sur le vecteur Galileo dont on vous a parlé, il aura une limite, c'est que dans un bâtiment, vous ne recevrez pas un message Galileo. En dehors du bâtiment, vous le recevrez. Il y a toujours des limites. Ce qui est important, c'est de pouvoir acculturer, sensibiliser le public pour leur dire qu'il n'y aura pas un vecteur qui va emporter tous les avantages et aucun inconvénient. Je n'y devinais le préciser. Sur un message, il n'y a pas un message qui va faire 100%. C'est la même chose pour les vecteurs d'alerte. À nous d'acculturer les populations collectivement pour qu'ils puissent intégrer ça et adapter quelque part leur pratique à ce qu'on ne pourra pas dépasser d'un point de vue technologique. Alors pour acculturer, Benoît vous le précisez, il y a le site FR Alerte. Déjà, c'est quelque chose qui est important parce que vous avez une foire aux questions et ça permet de préciser tout ça. Valentin Florent, vous parlez tout à l'heure de la Journée nationale de la résilience. On labellise les exercices, on labellise toutes les actions de sensibilisation. Certaines portent sur le vecteur FR Alerte ou sur les CIAN SIP ou sur les conventions radio. Ça en fait partie. Et c'est là où je vous dis, on a sans doute, nous, côté DGCGC, intérêt à développer d'autres supports. Alors vous avez le plan individuel de mise en sûreté à votre disposition, il faut vous en saisir. Peut-être qu'il faut qu'on développe aussi d'autres supports pour pouvoir communiquer. Je pense aussi peut-être à des formats vidéo courtes, mais ça, on travaille dessus. Acculturation et quelqu'un qui pose une question sur l'épilogue de votre histoire, Laurent Danville, à distance, qui nous dit « En fin de compte, l'accident était grave ». Si je la reformule, quelle a été la perception de la diligence de l'État sur cet événement ? Alors, en fin de compte, non, l'incident n'a pas été grave. Il a été rapidement derrière circonscrit par les pompiers. Si on avait eu les éléments initiaux à la première question, on aurait répondu non, il n'y a pas de danger immédiat pour les populations. La perception est quand même restée positive, puisque même si c'était pas grave, visuellement, il y avait quand même de la fumée qui sortait de l'usine. Et il y avait quand même, les gens ont compris l'incertitude. La deuxième chose, c'est que par contre, dès qu'on a eu l'information, nous, qu'il n'y avait pas de danger pour la population, on a envoyé immédiatement une levée d'alerte par le même biais. Donc en gros, le confinement est demeuré assez bref sur l'événement. J'ai pas la mémoire de l'heure de levée d'alerte, mais on n'a pas dû dépasser 1 heure, 1 heure et demie. En tout cas, je salue l'intervention et le fond de carte avec l'établissement confiné, ça c'est collector, il faut le garder pour vos formations. Je reviens dans la salle. Johnny Dovinet. Merci pour ce retour, effectivement. Juste une petite précision d'un point de vue technique, mais vous l'avez rappelé, et je pense qu'il faut que ce soit clair aussi pour tout le monde. Quand vous recevez une notification, en coupant le son, la notification disparaît. Donc en fait, je me permets de compléter, mais bon, c'est à force de travailler tous ensemble. Quand on reçoit la notification, il y a le son, il faut cliquer sur l'écran du téléphone et ça fait couper le son. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien clair. En fait, quand vous recevez la notification sur l'écran, il faut cliquer sur l'écran.
Si vous coupez le son, vous faites disparaître la notification. D'accord ? C'est pas la même chose. En gros, cliquez sur l'écran et comme ça acquitte le message et ça fait couper le son. Et deuxième chose, pour retrouver l'historique des notifications, sous Android, vous tapez dans vos paramètres gestion d'alerte sans fil et vous allez retrouver l'historique des notifications. D'accord ? Et sous iPhone, c'est plus simple. Vous verrouillez votre écran ou votre téléphone et vous remontez à partir du milieu vers le haut et ça affiche l'historique des notifications. Voilà. On reverra éventuellement si besoin, mais c'est juste pour un complément. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience parce que ça montre vraiment l'intérêt. Même si, évidemment, ça pose des questions aussi sur les effets de bavage, puisque là, vous êtes descendu jusqu'à une grande distance. Merci. Effet de bord, effet buvard, effet de bavage qui revient. Une question intéressante. FR Alert, utilisant déjà les organismes télécoms nationaux, ne serait-il pas possible ou envisageable, on revient sur de la technologie, de travailler avec eux pour avoir une alerte via les box des domiciles afin de pallier aux problèmes Wi-Fi 4G? Clément Rousset. Peut-être Benoît ou Jérôme, à votre discrétion, c'est la même boutique. Jérôme, je te laisse compléter, juste préciser, et ça va vraiment dire, je voulais pas niquer. On a par exemple l'entreprise Amazon qui veut travailler avec nous parce qu'ils sont persuadés qu'il y a un enjeu d'acculturation des publics. On avait déjà échangé avec eux à l'occasion d'un congrès des maires, pas cette année mais l'année précédente, de difficultés inhérentes à l'outil FR Alert et notamment du Wi-Fi. Eux nous parlaient de leur enceinte Alexa qui sont déployées, qui fonctionnent sur Wi-Fi. Pour l'instant, on en est au stade des premiers échanges, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, on ne se ferme pas à la discussion parce qu'il y a des angles morts et qu'il est de notre devoir de se dire est-ce que ces angles morts, on ne peut pas quelque part les abattre. Donc il y a juste cette pression-là. Après, peut-être je te laisse compléter, Benoît, sur tout ce qui est box. Non, mais globalement, ce que je disais vis-à-vis du Wi-Fi, c'est qu'on est en train d'explorer cela. Parce que voilà, on a aussi la construction se fait de manière graduée. Vous avez compris, ou peut-être ne l'ai-je pas laissé transparaître dans mon propos, mais quand même, nous avons opté pour la complémentarité de deux dispositifs, à la fois CB et LBSMS. Les choses ont été implémentées progressivement. C'est-à-dire que dans un premier temps, et donc Johnny rappelait la date du 22 juin 2022, date à laquelle effectivement nous avons considéré que FR Alert était opérationnel sur le territoire national. Effectivement, c'était le CB qui était opérationnel, le LBSMS n'était intervenu qu'après coup. Donc voilà, et effectivement, tout ça vous laisse bien évidemment supposer que nous travaillons au quotidien aux côtés des opérateurs de téléphonie, et voilà, déjà pour ces développements, pour ces déploiements, et que les questions, voilà, on découvre aussi en marchant. Je ne voulais pas paraphraser Jérôme, mais je reprends son propos. C'est simplement de considérer qu'effectivement, au fur et à mesure, on prend en compte les éléments ou les effets de bord. Vous avez signalé tout à l'heure, monsieur, la problématique de police de caractère, avec le non-traitement des accès de l'accentuation, des CCDI, etc. Et la langue française en est quand même, et vous voyez, ne serait-ce qu'avec français, dès qu'on utilise français, il y a forcément un CCDI. La langue en est bien chargée. Donc en l'occurrence, tout ça est en cours d'exploration. On ne s'est interdit rien, effectivement, comme l'évoquait Jérôme. Et voilà, effectivement, ces différents sujets sont adressés au fur et à mesure que nous progressons. Merci. Alors, on va vous donner la parole parce que vous n'êtes pas intervenu encore. Qualité, grade, question, merci. Bonjour, Stéphanie Pascal, secrétaire de mairie dans la commune de Saint-Marcel-les-Annonais. On a été en difficulté par rapport aux inondations au mois d'octobre. Et alors, pour partage d'expérience, moi, à la mairie, je suis toujours en Wi-Fi et les alertes, je les ai eues. Alors, je ne sais pas comment c'est possible. Et par contre, j'ai des collègues qui ont eu l'alerte 2 jours après. Donc, est-ce que tous les opérateurs réseau, ils sont tous dans la ligne et ils envoient tous les messages, ou est-ce qu'il y a encore des trous dans la raquette? Alors, on a un nouvel effet, l'effet vortex du côté de votre commune. Merci pour la réponse. Il y en a une. Alors, merci de ce témoignage, et je peux témoigner également en qualité de breton, puisque je suis costarmoricain et que le 2 novembre 2023, les Côtes d'Armor, la préfecture des Côtes d'Armor a utilisé FR Alert. J'étais à mon domicile,
connecté au Wi-Fi et j'ai bien reçu l'alerte. Donc effectivement, c'est en ce sens qu'on essaye d'explorer et que l'on ne veut pas non plus avoir un propos péremptoire en disant c'est comme ci, c'est comme ça. On préfère émettre quelques doutes et considérer qu'effectivement, la partie Wi-Fi reste encore à explorer parce qu'on a ces quelques effets de bagotement ou de bord que l'on veut véritablement consolider. Très bien, merci. Je salue la transparence depuis ce matin à travers les propos des uns et des autres. C'est appréciable et ça nous permet de bien montrer que le système, on est en train de capitaliser. Je vous propose qu'on bascule maintenant sur la prochaine intervention.